Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le Soudan, où un collectif de survivants vient de faire appel à la Cour pénale internationale pour faire condamner les responsables FSR ainsi que leurs soutiens étrangers, dont les Émirats arabes unis, pour des massacres commis à El Fasher, au nord Darfour. Après la résolution historique de l'ONU qui qualifie l'esclavage de crime le plus grave contre l'humanité, plusieurs pays d'Afrique et des Caraïbes réunis au Ghana ont planché sur le dossier lourd des réparations. Explications à suivre. Et notre focus de ce samedi soir s'intéresse à la tech africaine, alors que l'innovation est au cœur de toutes les discussions ces derniers jours, notamment à Viva Tech. Sur le continent aussi, les entreprises développent des solutions adaptées aux réalités locales. C'est le cas de l'Africa Mobile, une entreprise sénégalaise devenue en quelques années un acteur majeur de la communication digitale en Afrique francophone. Son directeur exécutif, Raymond Mendy, est notre invité ce soir. On ouvre ce journal en allant au Soudan, où la guerre fait chaque jour de nouvelles victimes chez les civils. Hier, c'est un hôpital le réseau électrique de la ville d'El Obeid qui ont été attaqués par les forces de soutien rapide. Ces dernières entourent la ville et semblent prêtes à l'assiéger, tout comme elles l'avaient déjà fait à El Fasher, capitale du nord Darfour, où elles ont commis de nombreux massacres. Et c'est à ce propos, un collectif de survivants vient de faire appel à la Cour pénale internationale pour faire condamner les responsables des FSR ainsi que leurs soutiens étrangers. Les précisions de notre correspondant régional, Bastien Renouille. C'est un cabinet d'avocats français qui a déposé ce dossier devant la Cour pénale internationale. Alors il faut le savoir, le bureau du procureur enquête déjà sur les exactions, les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocides potentiels qui ont lieu au Darfour, commis par les forces de soutien rapide. Mais en quoi ce dossier est-il différent ? Eh bien, c'est un comité de survivants, des déplacés internes qui vivent toujours au Soudan, qui témoignent, qui demandent à ce qu'une enquête soit réalisée sur les responsables des forces de soutien rapide, mais également sur les Émirats arabes unis. On le sait, il y a eu de nombreuses enquêtes à ce sujet. Ils financent les forces de soutien rapide, les armes, envoient également des mercenaires sur place. Sans le soutien des Émirats, les FSR n'occuperaient pas tous les territoires qu'ils contrôlent actuellement. Et malgré cela, eh bien, les grandes puissances internationales qui sont saisies du dossier soudanais peinent à nommer les Émirats arabes unis. Ils parlent de guerre de proxy, mais sans nommer les responsables. L'objectif de ce dossier déposé devant le bureau du procureur de la CPI, c'est donc de pointer du doigt les Émirats arabes unis, éventuellement de déclencher une enquête pour qu'à la fois les forces de soutien rapide et les responsables émiratis soient jugés responsables de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et potentiellement de génocide. On passe à la Guinée, où la Cour suprême de Guinée justement a proclamé les résultats définitifs des législatives et des communales. Sans surprise, la mouvance présidentielle remporte l'essentiel des 147 sièges de la future Assemblée nationale. Dans son verdict, la Haute Cour de justice a rejeté l'ensemble des recours introduits par les partis d'opposition. Toujours en Guinée, mais dans le sud du pays, en Guinée forestière, le grand marché de Zérékoré a été en grande partie détruit par un violent incident ce vendredi. Aucun mort n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont considérables pour les commerçants, dont les marchandises et parfois même les économies se sont en partie enfumées. Les autorités promettent une nouvelle fois une réorganisation et sa reconstruction. Les précisions de notre correspondant Malik Diakité. Selon plusieurs témoignages, l'incendie s'est déclaré tôt dans la matinée du vendredi aux environs de 4 heures et s'est poursuivi jusqu'en milieu de journée. En quelques heures, des centaines de marchands ont vu partir en fumée leurs marchandises ainsi que l'argent qu'ils conservaient sur place dans le marché. Selon eux, ce sont plusieurs milliards de francs guinéens qui seraient partis en fumée. Pour l'heure, les autorités locales n'ont fait aucune communication officielle sur l'origine de l'incendie. Toutefois, d'après plusieurs opérateurs économiques avec lesquels nous avons échangé par téléphone, le sinistre serait lié à un problème électrique.
Depuis 2020, le marché de Zérékoré a déjà été touché à plusieurs reprises par des incendies majeurs sans que les problèmes liés à la sécurité, à l'aménagement des lieux et aux installations électriques ne soient durablement résolus. Dans une publication sur Facebook, le président de la République a exprimé sa compassion et sa solidarité à l'endroit des commerçants sinistrés. Mamadi Doumbouya indique avoir donné des instructions pour assurer la prise en charge des blessés. Le chef de l'État affirme également avoir demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour la reconstruction du marché de Zérékoré. Au Ghana, des dirigeants africains et caribéens ont appelé les anciennes puissances impliquées dans la traite transatlantique à présenter des excuses officielles et à engager un processus de réparation. Réunis à Accra, ils s'appuient sur une récente résolution de l'ONU qui qualifie l'esclavage de crime le plus grave contre l'humanité. Les participants souhaitent désormais passer à la reconnaissance historique de ces et à des mesures concrètes, qu'il s'agisse de compensation financière, d'aide au développement ou encore de restitution des ressources et du patrimoine spolié. Clémence Valère. Des cris déchirants résonnent une fois encore entre les murs du tristement célèbre fort Ossou au Ghana, jadis le centre de la traite atlantique. Une performance visant à commémorer les horreurs de l'esclavage et clore 3 jours de sommet sur les réparations. Nous ne demandons pas au monde entier de porter notre souffrance à notre place. Nous demandons simplement qu'elle soit entendue, comprise et respectée. Des dirigeants africains, représentants de la diaspora et des Caraïbes, se sont réunis à Accra pour décider d'une feuille de route commune, visant à traduire en engagement concret la résolution de l'ONU condamnant la traite négrière de crime le plus grave contre l'humanité. La résolution symbolique, adoptée par 123 États membres, demande aux nations impliquées dans la traite de s'engager en faveur de la justice réparatrice. Une décision historique qui a donné un nouvel élan au débat international. Aujourd'hui, nous devons donc passer de la reconnaissance à la mise en place d'un cadre institutionnel pour la justice réparatrice, afin de garantir que la dynamique créée par la résolution ARES 80-250 soit maintenue et se traduise par des résultats concrets. Si l'esclavage était un crime, alors la réparation doit faire partie de la justice. La reconnaissance doit se traduire par une réparation, la mémoire doit se traduire par des politiques et l'histoire doit se traduire par des actions. La réunion a débouché sur une déclaration baptisée Accra Next Steps, Accra Prochaines Étapes. Le document de 10 pages prévoit notamment l'intégration de la justice réparatrice dans les programmes scolaires, la création de musées consacrés à la mémoire de l'esclavage et la restitution de différents objets culturels. Le président ghanéen John Mahama a également annoncé la création de 3 groupes de travail spéciaux sur la justice réparatrice, l'un dirigé par les chefs d'État, un autre composé d'experts chargés d'étudier la restitution et le 3e pour travailler sur les aspects juridiques des réparations. Les places à la Coupe du Monde avec les Tunisiens qui jouent ce dimanche leur 2e match du mondial, un match crucial suite à leur défaite cuisante 5-1 contre la Suède et le changement d'entraîneur dans la foulée. Les Aigles de Carthage seront scrutés par des milliers de fans, mais surtout par un photographe, Hosni Manoubi, qui suit toutes les Coupes du Monde depuis des années dans la lignée de son père, lui-même photographe sportif. Portrait de Lilia Blaise et Hamdi Tilly. Dans son petit studio du centre-ville de Tunis, nous avons rencontré le photographe Hosni Manoubi quelques jours avant son départ pour le mondial. En plus de son précieux matériel, il part avec un costume, une veste avec les pins de chaque Coupe du Monde qu'il a couverte depuis 3 décennies. Là, vous avez les plus récentes. La Coupe du Monde du Brésil en 2014, la Russie en 2018, celle de l'Afrique du Sud en 2010, en Allemagne en 2006. Ce sont les dernières que j'ai couvertes. Il porte aussi le sombrero de son père qui lui a transmis la passion de la photographie sportive depuis ses 12 ans. Ce sombrero, mon père l'a porté pour la première fois en 1968. Imaginez l'âge qu'a ce chapeau. Il a fait le tour du monde au moins 2 fois. Lorsque je mets tout ça, je deviens un autre personnage, à la fois un photographe, mais aussi le premier fan de l'équipe nationale et du drapeau tunisien.
Depuis des années, ce passionné suit l'équipe nationale tunisienne aux Coupes de football et aux Jeux olympiques. Dans son ordinateur, il a numérisé quelques clichés de son père, qui a commencé la photographie sportive dès les années 60. Ici, c'est moi avec Atouga, le fameux gardien de but qui nous a qualifiés pour la Coupe du Monde en Argentine. Mon père m'a transmis la passion en me racontant des anecdotes. Après chaque Coupe du Monde, mais surtout sa fatigue, toujours enthousiaste lorsqu'il rentrait à chaque fois. J'ai compris ce sentiment lorsque j'ai pris sa relève à sa mort. Aujourd'hui, si Hosni ne peut pas numériser à lui seul les 15 millions de clichés légués par son paternel, il fait vivre son héritage à travers ses propres photos. Allez, on passe à notre focus de ce samedi soir, consacré à la tech africaine et comment les entreprises technologiques africaines peuvent-elles être accompagnées la transformation numérique du continent. Quels sont les besoins de ces entreprises, des administrations et des populations et comment construire des solutions locales capables de rivaliser à l'échelle internationale. Pour en parler, nous recevons Raymond Mendy, il est directeur général adjoint de l'Africa Mobile. Merci à vous et bienvenue dans le Journal de l'Afrique. D'abord, présentez-nous l'Africa Mobile, une entreprise de télécom que vous connaissez bien depuis ses débuts car vous avez été d'abord l'incubateur. Que faites-vous concrètement à l'Africa Mobile ? Eh bien, bonjour Fatimata, merci encore une fois à tous les auditeurs de France 24. Aujourd'hui, en fait, l'Africa Mobile, c'est 12 jeunes années que nous opérons dans la tech en Afrique, précisément dans la fourniture de services de communication mobile et digitale en tant que fournisseur de services à valeur ajoutée, donc autrement appelé aussi agrégateur de solutions mobiles. Il faut savoir que la plupart des services que nous fournissons couvrent la messagerie à travers le SMS classique ou le SMS vocal, qui reste en tout cas un service d'inclusion auprès des populations analphabètes. Et sans savoir aussi que ces dernières années, nous avons beaucoup travaillé aussi sur une intelligence artificielle de synthétisation vocale qui permet en tout cas d'intégrer plusieurs de nos langues africaines dans le giron des services de langue. Oui, alors c'est ça, effectivement, ça c'est aussi la nouveauté, c'est que non seulement vous arrivez à transmettre des messages dans des endroits qui ont peu accès, où il y a la 2G, etc., où il y a très peu d'Internet, on va dire, mais en plus de ça, vous arrivez à transmettre dans les langues vernaculaires des messages écrits ou en français ou en anglais, c'est ça ? Exactement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, que plusieurs populations sont privées en tout cas d'informations ou même de communication du seul fait en fait que la plupart des messages qui sont transmis sont transmis dans les langues officielles, donc en français ou en anglais, communément connues, mais sinon toutes les langues africaines sont laissées pour compte et méritent quand même d'être introduites pour pouvoir en tout cas offrir plus d'inclusion aux populations. Et ça, il faut savoir que les organisations privées comme les organisations publiques peuvent avoir accès à ces solutions. Par moments, elles peuvent ne pas sembler parfaites, mais il faut savoir que c'est des années de recherche et aussi d'intégration qu'il faut tenir en compte. Et sans savoir également que les bases de connaissances aujourd'hui dans le domaine de la voix sont à créer et ce dans quoi en fait nous sommes comme pas mal aussi d'organisations. Alors on est pris par le temps, donc en un mot assez rapide, juste quel est pour vous, si vous deviez justement nous dire quel est le besoin que vous exprimez par rapport aux États, qu'est-ce qui manque ? Il manque de l'infrastructure pour que les entreprises puissent se développer, c'est ça ? Alors, je dirais d'abord, en fait, il faut d'abord une stratégie et surtout qu'elle soit cohérente dans la manière dont on l'exécute. Oui, si on devait ressortir les piliers, il faut déjà démarrer par les infrastructures. Il y a de ces infrastructures qui sont lourdes, qui doivent être du ressort des États, mais aussi insuffler que certaines des infrastructures légères
doivent être portés par des organisations privées. Et là, je fais allusion à tous ces hubs qui se créent de plus en plus, qui fédèrent aussi bien du contenu académique, mais aussi du contenu de soutien à l'entrepreneuriat. On vous entend. Et ça, on en a essentiellement besoin, sans oublier la dimension aussi financement. Absolument. Merci beaucoup, Raymond Mendy de l'Africa Mobile. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Merci à tous. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.